je vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique lieu du Mundaneum. Mundaneum qui porte le projet avec le Club Presse et qui, évidemment, on a toujours besoin d'argent. Donc, c'est financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, je vais vous faire un petit résumé de comment va se passer la journée aujourd'hui. On va avoir un premier débat. Donc, débat, en réalité, c'est vraiment une discussion plutôt entre Médor d'un côté et Kiss de l'autre. Ils auront l'occasion de se présenter juste après. Il y aura une petite pause où il y aura Serial Dreamer qui viendra nous faire un slam sur le thème de médias et citoyens. On enchaînera avec New Six et un journaliste d'RTL Info qui viendra aussi continuer la discussion sur médias et citoyens. Une petite pause. Vous aurez l'occasion ensuite de faire 2 ateliers et on clôturera la journée aux environs de 16h. Alors, pour commencer tout de suite ici, je suis en compagnie de Esteban de Brul, Catherine Dejoie, Anouche Nicogossian, Marine Lambrecht et Emma Marchal. J'ai retenu tous les noms. Et voilà, donc en fait ici, on va commencer par se présenter chacun. Ensuite, on va un petit peu discuter entre nous. Et puis, on vous laissera la parole. Après, si vous avez des questions avant même qu'on lance un peu les questions, vous êtes évidemment les bienvenus. Et je propose que l'on commence tout de suite. Est-ce qu'il y en a un qui a envie de commencer? Sinon, je tire au hasard. Ok. Allez les filles, bon ben bienvenue à Kiss. Expliquez-nous. Bonjour Marine. Est-ce que ça fonctionne le micro? Je pense. Vous les entendez? Sinon je parle juste très fort et ça va, non? Non? Ok, Ouais, on t'entend. Ok, donc bonjour à tous. Donc on est l'équipe de Keys. Donc il y a Emma, Marine et Anouche. Et l'idée du projet de Keys, c'est donner un moyen aux jeunes de s'informer avec un résumé de l'actu qui arrive tous les jours dans votre messagerie, donc soit Messenger, soit en DM sur Instagram. Voilà la base. Et comment le projet il a commencé? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer Kiss? Eh bien, Kiss est né lors d'un cours qu'on a eu à l'UC Louvain en partenariat avec la RTBF qui nous a lancé le défi de créer un nouveau format d'information qui soit innovant pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et puis en brainstormant, on est arrivé à ce petit robot. Et comment vous vous organisez? Qui écrit? Qui trouve les idées? Qui pitch le projet en général? Comment ça se passe? On est 2 à temps plein sur le projet et 2 à mi-temps ou quart-temps. Et alors, tous les jours, on est 2 ou 3 à faire le résumé de l'actu et on fait des réunions entre nous pour discuter de l'actu, choisir les actus du jour. Et alors, pour les activités, pour les présentations, ça dépend un peu de qui est disponible. On essaie toujours de se répartir les tâches et d'être un peu toute là tout le temps, quoi. Et en fait, c'est justement un résumé de l'actu, donc il faut être assez concis. Quelles actualités vous choisissez? Comment vous faites pour choisir ce dont vous allez parler au final? On essaie d'être assez diversifié, on essaye d'avoir un ancrage belge, donc de parler aux jeunes de ce qui se passe autour d'eux. On parle aussi d'international, de culture, de sport, et on met chaque jour une info positive. On sait qu'avec les 5 infos qu'on donne, on ne pourra pas avoir toute l'actu, mais on essaye de donner des infos qui permettent de comprendre ce qui se passe autour de nous et qui sont une base pour ensuite aller plus loin si les jeunes en ont envie. Et quand vous dites info positive, pourquoi en fait vous trouvez que l'actu c'est pas assez positif? C'est clair que c'est un truc qui revient souvent. L'actu, on parle que de trucs négatifs, etc. Mais en fait, si on creuse un peu, on peut trouver quand même des choix d'initiatives, des infos aussi constructives qui permettent de voir des solutions, etc. Et on trouve que c'est important de mettre autant que possible un peu de positif dans cette actualité qui est un peu morose, surtout à l'actualité, la guerre en Ukraine, le Covid avant, c'est souvent difficile de s'y retrouver. Dans le public, à main levée, qui connaissait déjà Kiss? Ah, pas grand monde. À la vague, Gaëtan. Ok. Et en fait, vous êtes sur Messenger et sur Instagram. Les gens vont plus sur Messenger ou sur Instagram s'inscrire? Plus sur Messenger. Mais en fait, oui, ça c'est un truc auquel on ne s'attendait pas vraiment, mais il y a encore beaucoup de jeunes sur Messenger. Plus tellement sur l'application Facebook, mais Messenger fonctionne encore pas mal.
Ok, bon ben on invite du coup tout le monde à aller jeter un petit coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour ce qui est de la présentation. Pour le reste, on continuera à en discuter après. Je crois qu'on est bon. Vous êtes bon? Ok, super. Ben alors on va passer à Médor. Bonjour, alors qui prend la parole en premier? Les deux fonctionnent, non? Oui. Super. Bonjour. Tu te Je lances? m'appelle Catherine, Voilà. Catherine Joie. Je suis journaliste indépendante, donc ça veut dire que je travaille en solo et puis suivant les projets, je vais travailler avec tel média ou tel média ou tel média. Et donc Médor, qui ressemble à ça en papier et qui a un site web aussi, c'est un de mes clients. Je travaille aussi pour la RTBF, je travaille pour le journal Le Soir, je travaille pour Axel Magazine pour le moment, je travaille aussi avec des journalistes européens sur des enquêtes en anglais. Donc je sépare mon temps de travail entre plusieurs médias et je fais parfois de la radio, enfin de l'audio ou du podcast et plus souvent du texte et de l'enquête. Ça c'est mon métier. Et moi, je m'appelle Esteban, bonjour tout le monde. Je travaille du coup pour Médor, là je suis salarié de l'entreprise. Médor, c'est un média coopératif, c'est-à-dire qu'on est constitué en coopérative, donc nos actionnaires sont des citoyens et des citoyennes qui ont pris des parts dans l'entreprise. Il n'y a pas d'actionnariat étranger ou de lobbying derrière avec un conseil d'administration d'intérêt média. Donc c'est pas un média citoyen en tant que tel, mais c'est un média porté par des citoyens. Pourquoi est-ce que c'est pas un média citoyen? Parce que c'est un média dont les informations sont traitées directement par des journalistes. Donc c'est un ensemble de journalistes, 19 à la base, de journalistes et d'illustratrices, parce que vous le verrez, il y a plein de Médor qui sont là derrière à disposition. Il y a un gros travail sur l'ILU dans le papier, mais on le retrouve aussi en ligne. Je ne sais pas pourquoi c'est pas au tableau. Enfin, vous pouvez le consulter, médor.coop. Et Médor a développé, donc c'est créé en 2014 avec pour objectif de proposer un média d'investigation orienté sur les infos belges principalement francophones. Donc c'était de pouvoir raconter du journalisme qui soit du journalisme qu'on dit froid, c'est-à-dire ne pas rester dans l'actualité au jour le jour avec les différents événements qui se produisent, merci, mais de pouvoir proposer un journalisme qui va proposer des enquêtes et du récit journalistique en Belgique. On s'est créé en 2014 avec un magazine trimestriel disponible dans toute une série de points de vente à travers la Wallonie et à Bruxelles. Et puis depuis le 2019, on se qualifie de média parce qu'on est passé en ligne avec un site web qui propose une information supplémentaire de celle du papier. Donc on ne propose pas ni les mêmes formats, ni les mêmes contenus journalistiques. Et en ligne, on a développé un volet participatif qui est plus mon boulot, via des questionnaires, via des cartographies, via toute une série d'outils qu'on a développés qui permettent en fait de pouvoir rentrer en dialogue avec les gens qui nous lisent, soit parce qu'ils nous ramènent de l'information, soit parce que l'information qu'on amène peuvent être complétées par leurs informations. C'est le cas notamment de nos cartographies ou de nos murs de témoignages qu'on a pu également lancer sur une série de sujets. Voilà en deux mots. Et est-ce que parfois, justement, les retours que vous avez des gens vous influencent sur les prochaines thématiques des articles que vous allez écrire ou pas? Alors, on reçoit beaucoup de propositions journalistiques et on garde une ligne éditoriale un peu comme qui choisissent ce dont ils vont parler. Ça reste les journalistes qui décident des sujets qu'ils vont traiter et ça va dépendre d'une série de critères. Le premier gros critère qu'on va toujours regarder, c'est l'aspect structurel de l'information. Est-ce qu'on est occupé de traiter une information qui ne concerne qu'un petit groupe de personnes et qui en fait du coup n'intéresse personne d'autre, ou bien est-ce que l'information au travers de cet angle-là va pouvoir intéresser un panel beaucoup plus large. Je vous donne un exemple pour répondre à la question. On a mené ce qu'on a appelé un Médor Tour. On est allé dans 5 villes différentes à chaque fois pour proposer une semaine d'investigation dans les villes. On a fait la Louvière, Lannes, Huy, Arlon. J'ai dit 5, mais c'était 4 du coup.
On proposait aux gens de nous dire, ok, via des groupes Facebook qu'on crée, ok, de quoi voulez-vous qu'on parle quand il s'agit de votre ville, de quoi est-ce qu'on doit parler quand on parle de votre ville. On allait sur les marchés avec un panneau rouge, un panneau vert, en disant qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas chez vous. Et donc par exemple à la Louvière, on teste en disant tiens, vous avez 2 gares, est-ce que pour vous c'est un sujet? Non, c'est pas un sujet. Par contre, l'aménagement du centre-ville, c'est un gros sujet. Il y a un gros projet immobilier, il y a la perte de commerce sur l'avenue commerçante. Ça, c'est un sujet, mais qui ne concerne pas uniquement la Louvière. En fait, l'aménagement des centres urbains, ça concerne toute ville, quelle qu'elle soit. Et donc, du coup, pouvoir traiter ça à la Louvière, c'est aussi mettre en reflet ce qui peut se passer dans d'autres villes. Et donc ça, c'est ce qui va faire l'objet premier du choix des sujets qu'on va traiter, c'est de s'assurer qu'en proposant une information locale et d'investigation, on puisse en fait refléter une réalité qui est beaucoup plus large que le simple angle qu'on s'est choisi. Donc ici, on a vraiment 2 médias complètement, entre guillemets, sur la forme opposée. On a du papier, du temps long. Ici, on a des réseaux sociaux avec de l'actualité, du temps fort. Mais par rapport à la question qu'on a posée au public, par rapport au fait que est-ce que les médias nous manipulent ou pas, d'un côté, vous êtes financé par, sont manipulés, vous êtes financé par les citoyens, vous êtes financé par la RTBF en partie, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous finance aussi ou pas? Non. Est-ce qu'il y a une forme de manipulation en ce sens qu'on se sent obligé de relayer certaines informations, soit de la RTBF, soit de ce qu'on attend de nous pour continuer ou pas? Allez, Marine. Vaste question. Nous, comme vous l'avez compris, on a un partenariat avec la RTBF. On ne fait pas partie de la RTBF, mais en fait, la RTBF nous donne un peu la possibilité de tester notre idée. Et du coup, dans ce cadre-là, la RTBF nous impose pas du tout des sujets, mais par contre, c'est vrai que dans notre résumé, on met des liens qui conduisent vers le site de la RTBF. Donc, on doit traiter des sujets qui ont déjà été traités par le site de la RTBF, ou en tout cas qui sont liés, puisqu'on doit mettre un article en lien. Mais parfois, ça nous arrive de voir qu'un sujet n'a pas été traité, et du coup, le dire, voilà une idée d'un article qui pourrait être fait. Et voilà, on n'a pas de pression de la part de la RTBF, mais on a un espèce de partenariat où on s'entraide tous les deux, nous en essayant de tester notre idée et eux en essayant de toucher des jeunes qui n'arrivent pas toujours à toucher. Et de votre côté? Du côté de Médor, non, on n'a aucune obligation, on fait ce qu'on veut, quoi, totalement. Vous avez déjà perdu des abonnés à cause de sujets que vous avez sortis qui ont un peu heurté Oui, un peu, avec la polarisation de la société, notamment sur les questions soit de féminisme, soit de voile. On a, dans le numéro papier, on a sorti un article d'une activiste qui s'appelle Bethel Mabil. Et on a eu l'une ou l'autre personne qui nous a envoyé un mail un peu cinglant en nous disant que laisser de la place à des personnes racisées qui prenaient un message qui ne leur convenait pas, c'était problématique, mais c'est très rare, c'est pas, on n'y est pas vraiment sensible non plus. En fait, c'est pas qu'on s'en fout, mais ça n'a pas d'influence, on va pas revenir dessus, quoi. Donc voilà, non, c'est tout. Actuellement, justement, on parlait des... Ah, Catherine, tu voulais peut-être dire quelque chose? Oui, je peux raconter mon cas qui est un peu différent en fait. En tant que journaliste indépendante, aujourd'hui, j'ai un luxe et une difficulté. Le luxe, c'est de pouvoir travailler sur les sujets que je souhaite. Médor ne peut rien m'imposer. Esteban ne peut pas me dire « Catherine, tu travailles là-dessus ». Non. Et ses collègues ne peuvent pas le faire non plus. On n'a pas essayé. On n'a pas essayé. Mais donc du coup, et pareil, si la RTBF me demandait quelque chose ou quoi. Donc ça c'est génial. Moi, en tant que journaliste indépendante, je peux choisir. Et je me suis fait ma propre petite ligne éditoriale à moi. Donc ça veut dire que je me considère moi-même comme un média. Et donc j'ai décidé, ok, Catherine Joie, elle travaille sur la santé, l'économie et le climat. Et donc je fais toutes des enquêtes et tous des sujets qui sont liés à ça. C'est mon aiguillage à moi, c'est mon tri, quoi. C'est quand j'ai une idée de sujet, c'est est-ce que ça rentre dans mon champ d'expertise ou pas? Oui, non, je fais pas.
La difficulté, c'est que je fais du journalisme qui prend beaucoup de temps, du journalisme d'enquête, et qui est extrêmement mal payé. Et donc, du coup, je suis dans la situation où, par moment, je dois vraiment réfléchir à mon petit modèle économique à moi et de regarder mes finances et de me dire comment est-ce que je vais faire tout ça. Mais pour le moment, ça tient la route. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas dans une situation où il y a des sujets qui me sont imposés. Mais au début de ma carrière, j'ai travaillé au journal Le Soir. J'utilise pas un mais parce que le soir m'imposait des sujets, mais parce que c'est une question qu'on me posait tout le temps quand je travaillais au soir. On me disait, mais Kat, tu peux pas écrire ce que tu veux. D'office, ce que tu as écrit dans le journal là ce matin, c'est quelqu'un qui t'a dit que tu devais dire ça. Ton patron t'a demandé d'écrire ça. Je me défendais super fort. J'étais super énervée à l'époque quand on me disait ça, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi est-ce que j'étais énervée vis-à-vis de ces questions. D'abord parce que c'était pas vrai. Enfin, j'ai jamais personne au soir qui est venu me taper sur l'épaule et qui m'a dit tu dois écrire ça. Et personne ne m'a jamais tapé sur les doigts le matin en me disant t'as publié ça dans le journal et c'est pas bien, quoi. D'autant que je suis quelqu'un qui écrit assez lentement et le journal il est bouclé à 22h30. Et parfois, on venait me voir à 22h15 et on me disait Catherine, ça doit partir à l'imprimeur. Et donc, en fait, il y avait peu de gens qui relisaient mes articles, parce qu'il reste un quart d'heure entre le moment où je le termine et le moment où ça part à l'impression. Et donc, du coup, il y avait une relecture pour l'orthographe, mais mon boss, il était plus là, mes collègues, ils étaient plus là, j'étais toute seule dans la rédac. Et donc, j'écrivais des trucs qui sortaient dans le journal, etc. Mais donc, il y a une confiance au sein du journal sur le fait qu'on travaille bien entre collègues. Mais donc, moi, j'avais le sentiment, en travaillant, que j'avais une liberté vachement grande au sein du cadre du soir. Mais après, en fait, ce qui dirige notre travail, ça va être un mot qu'on a beaucoup vu, qui est l'actualité. Et c'est assez étrange comme sentiment, mais c'est un truc qui s'impose un peu à nous en tant que journalistes. Et c'était par exemple très fort durant la crise sanitaire. En fait, il se passe un truc énorme qui bouleverse le monde entier. Forcément qu'on va en parler, forcément qu'on va trouver ce qu'on appelle des angles en journalisme pour raconter l'actualité par ce biais-là, ou ce biais-là, ou ce biais-là. Et durant la crise sanitaire et vraiment le gros moment de la crise Covid, avec Esteban, on travaillait sur les conditions de travail dans les hôpitaux. Mais évidemment que le Covid est là parce qu'en fait, c'est là, c'est dans les discussions, etc. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que de dire c'est quelqu'un qui te dit de faire ça ou c'est moi qui me l'impose. Il y a un espèce de climat général qui fait que c'est aussi l'actualité qui impose à travailler sur des sujets ou à le voir d'une certaine façon. Et donc, c'est plus facile pour moi aujourd'hui en tant que journaliste indépendante qui est un peu écarté d'un flux tendu et d'un journal qui sort tous les jours, de journaux parlés qui sortent tous les jours, de JT à la télé tous les jours à 19h30. Et tous les jours, il faut faire 30 minutes en télé, quoi. Mais du coup, quand je suis journaliste indépendante sur des enquêtes en dehors de ça, c'est plus facile pour prendre du recul et alors, du coup, amener quelque chose de différent. Je pense que ce qui est super important dans le débat à comprendre là maintenant, c'est qu'en fait, si on est différent, on est ultra complémentaire. Et du journalisme unique, que du Médor, ça marche pas, en fait. Que du Kiss, ça marche pas. Et donc, pour avoir un monde avec des médias qui fonctionnent, il faut un peu de tout. Et pour vous, il faut que vous consommiez un peu de tout. Il faut que vous alliez un peu voir ça, et un peu voir ça, et piocher à gauche, et piocher à droite, et mélanger. Et alors, vous créez votre compréhension du monde grâce à des médias qui travaillent différemment. Super. D'ailleurs, le temps file, donc je voulais savoir si déjà, à ce stade-ci, certains d'entre vous auraient des questions. Je sais que c'est pas facile de prendre la parole en premier. Non, tout semble clair. Moi, j'ai une question. Si jamais, par exemple, ici, imaginons n'importe qui a envie de participer à la rédaction d'un article, qu'il n'est pas forcément journaliste, mais qu'il a envie de donner son avis, qu'il a envie d'être actif dans l'info et participer. Comment est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on envoie un mail ? Est-ce que c'est possible seulement, en fait, d'être juste comme citoyen actif dans les médias sans être journaliste ? Non. Voilà.
La réponse est un peu dure, mais on a, en tout cas, je vais parler pour Médor. Mais pour Médor, il va y avoir deux lignes importantes qui font la ligne éditoriale de Médor. C'est de dire, on ne va traiter de l'information que via des journalistes. Et donc, du coup, il faut une démarche journalistique. Et une démarche journalistique, c'est une méthodologie et une déontologie, c'est-à-dire une manière de vouloir raconter l'information. Dans cette manière de raconter l'information, c'est de raconter une information qui ne soit pas à charge. On vient raconter une information qui est éclairée avec les différents points de vue. Donc, c'est une déontologie. C'est aussi une manière de traiter les sources, de traiter les informations qui sont récoltées et qui sont ensuite relatées. Elles doivent être relatées d'une manière qui correspondent à des standards journalistiques. Donc du coup, la première chose, c'est que on ne fait traiter de l'information que par des personnes journalistes, premièrement. Et deuxièmement, chez Médor, il n'y a pas d'opinion. Il y en a eu une, c'est une toute petite exception, et c'est moi qui ai rédigé l'article suite à un Médor Tour à Arlon, mais on ne fait pas de carte blanche ou d'éditoriaux. Dans la presse, vous allez trouver, il faut bien faire la différence entre ce qu'est un article et ce qu'est un éditorial. Un éditorial, c'est une opinion défendue par quelqu'un du média. Chez Médor, on va pas trouver ça. On va vous présenter en tout début de médias du magazine papier, on va vous présenter effectivement une forme d'éditorial, mais qui n'est pas une information, qui va en fait concentrer l'ensemble des sujets qu'on va trouver dans le média. Donc il n'y a pas de carte blanche, il n'y a pas d'opinion publiée chez Médor. Donc en tant que citoyen, ce que vous pouvez faire, c'est écrire à Médor pour dire il y a tel sujet qui me paraît être intéressant ou j'ai des informations à ce sujet-là, et on en reçoit énormément et on traite ces informations-là, que ce soit les aménagements de parking autour de la SNCB, que ce soit des pollutions avec des produits chimiques dans des sols ou dans les nappes phréatiques. Enfin, on reçoit toute une série de sujets et après, c'est pris en main par une équipe de journalistes qui va effectivement, elle, traiter l'information. Et chez vous, les filles ? Moi, ce que j'ai remarqué, à côté de Kiz, je travaille aussi à la RTBF pour tout ce qui est digital. Et par exemple, hier, on a traité une info qui a été relayée par plein de comptes sur Instagram, le fait qu'il y avait presque pas de femmes artistes dans la programmation des Ardentes. Et donc, en fait, le pouvoir, la capacité des citoyens d'interagir avec les médias et d'amener des sujets dans les médias, souvent, ça passe par les réseaux sociaux. Et donc, il y a un moyen d'abord de dire, ce sujet-là, il est intéressant, regardez, on en parle. Et après, ça doit être traité, évidemment, par des journalistes professionnels pour les questions de déontologie, toutes ces questions-là. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, ici, notre but vraiment à travers Kiz, c'est de permettre aux jeunes de se forger leur propre opinion et d'avoir vraiment de construire leur esprit critique. Et donc, on va pas venir proposer non plus des éditoriaux ou des choses comme ça. Et on n'a pas forcément, on va pas ouvrir la porte à ce que les citoyens puissent écrire quelque chose pour éviter justement d'orienter quoi que ce soit. Et je sais plus après. Vous avez des conversations donc sur Instagram et sur Messenger. Si quelqu'un vous répond, vous recevez la réponse ou pas ? Oui, on voit et on peut aussi nous envoyer des mails. Et je me souviens de ce que je voulais dire. Donc, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est aussi des petits sondages sur ce qu'ils aiment bien comme sujet, ce qu'ils veulent qu'on approfondisse davantage. Et on en prend note parce que voilà, notre but, c'est aussi de pouvoir leur proposer des thématiques qui les concernent et qui leur donnent envie de s'informer davantage et pas justement qu'avec Kiz. Super, bon, Catherine. J'ai de nouveau un point de vue un peu différent. Ah dis-nous. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est une source en journalisme? Ça vous parle ou pas trop? Oui, je pense que vous avez vu ça en cours, hein, non? Moi, j'aime bien distinguer les sources et les publics. Et des médias comme Kiz ou comme Médor sont en interaction avec les publics. Parce que, en fait, à qui est-ce qu'ils s'adressent? C'est aux lecteurs de Médor, aux utilisatrices et aux utilisateurs de Kiz, etc. Mais moi, en tant que journaliste, c'est pas mon travail, en fait, de m'adresser au grand public, de m'adresser aux Wallons, aux Wallonnes, aux Bruxelloises, aux Bruxellois. Il y a tous les gens qui sont potentiellement, qui vont peut-être lire la chose, quoi. Moi, mon travail, c'est de m'adresser, d'interagir avec mes sources. Et j'aime bien l'idée que toute personne est une source potentielle, que vous avez probablement plein d'infos,
et qu'en fait, on pourrait commencer à discuter, et peut-être qu'une enquête va sortir de notre échange, quoi. Et donc, j'essaye de me rendre la plus accessible possible, à travers un site web où on peut me laisser des messages, à travers tous des réseaux sociaux ouverts, à travers une adresse mail qu'on peut trouver facilement. Je reçois des mails de gens. Il y a une enquête sur laquelle je travaille maintenant qui découle directement de ça. Parce que suite à une enquête précédente, un gars m'a contacté et il m'a dit voilà, moi je travaille dans tel hôpital, on a ça comme problème chez nous, peut-être que ça vous intéresse de faire une enquête. Et je l'ai appelé, on a commencé à discuter et maintenant je travaille là-dessus. Et donc je crois que c'est super riche, que ça existe, que évidemment c'est pas possible d'avoir des discussions avec tout le monde tout le temps, mais je trouve ça chouette et important que des journalistes gardent des portes ouvertes pour dire vous pouvez me contacter et on peut échanger et peut-être qu'il en ressortira quelque chose. Et après, une fois que le travail a commencé, moi j'essaye vraiment, et c'est pour moi super important pour recréer un climat de confiance entre les publics et les médias, c'est d'avoir un dialogue et d'avoir une interaction avec les personnes avec qui je travaille. Et donc, quand je rencontre des personnes, c'est pas le faire par téléphone. C'est on va boire un café, on parle longuement, je vous écoute longtemps, on reste en contact, je vous tiens au courant de quand l'article va sortir. Si vous voulez être anonyme dans l'article, eh ben je vais être sûre que la façon dont j'écris, ça va pas vous mettre en danger. Et tout ça, toutes ces conversations-là sont à mon sens super importantes pour qu'après il y ait un climat de confiance entre les sources et moi, et que du coup, après, au sens large, il y a un climat de confiance entre les publics et les médias. Ouais, alors très rapidement, parce que le temps file. Pour ajouter dans cette idée de source et de public, qui est une excellente distinction, effectivement, nous, par exemple, le fait de pouvoir chez nous développer un journalisme participatif, c'est de dire, OK, on va nous choisir le sujet qu'on va traiter, mais on sait que de l'information va arriver par bien d'autres canaux que ceux que uniquement les journalistes vont pouvoir mobiliser. Et donc ouvrir des questionnaires, ouvrir des murs de témoignages, ouvrir de la data avec des data visuelles ou de la cartographie participative, c'est aussi une manière, comme Catherine le dit, de pouvoir recréer du lien de confiance, parce que l'information, elle est co-construite entre un média et des sources qui sont multiples et variées. Avoir 200 à 250 personnes, médecins, qui répondent à une enquête qu'on lance, eh bien, c'est comme si on avait fait 200 interviews. C'est qualitativement beaucoup plus intéressant que d'en avoir rencontré 3 pour essayer de se faire une opinion, quoi. Voilà, donc dans ce lien de confiance qu'un média cherche à rétablir, eh bien, ça passe aussi par l'idée de faire remonter de l'information et faire participer le public à l'information qui est construite. Avant de clôturer, parce qu'il nous reste quelques petites minutes, je voulais voir un petit peu aussi avec vous les filles. Donc qui ces 3 étudiantes de l'année dernière qui maintenant 4, c'est vrai, j'oublie notre Laure qui n'est pas là aujourd'hui, qui au final ont choisi de quitter entre guillemets le journalisme classique pour un journalisme un peu différent sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce média-là plutôt que juste, entre guillemets, de bosser dans un journal, à la télé, comme tout le monde, en fait, plus ou moins? En fait, on est toutes un peu différentes, puisqu'il y en a qui travaillent quand même dans des médias plus classiques. Moi, je suis à temps plein sur Keys. Et en fait, je trouve beaucoup d'utilité à ce projet et j'ai envie que ça marche. Et on essaie de développer aussi l'aspect un peu pédagogique dans les écoles. Et bon, c'est une piste encore à creuser, mais je trouve que c'est chouette aussi de faire un peu différemment. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on teste et on ne sait pas ce que ça va devenir, mais on y croit. Et moi, je trouve beaucoup d'utilité à ce projet. Et voilà. Il y a aussi eu cette volonté d'aller sur les réseaux sociaux pour réconcilier ou du moins attirer les jeunes à l'actualité, puisqu'ils sont sur les réseaux sociaux et qu'on l'a vu, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui consomment par exemple le papier. Donc il faut qu'ils continuent à s'informer. Nous, ça nous paraît être une nécessité et donc c'est pour ça qu'on est allé vers eux plutôt que eux vers nous.
Et comment on distingue une info vraie de fausse sur les réseaux sociaux? Ça, c'est peut-être plus compliqué. C'est pour Marine, du coup. Ouais, ça fait les questions pièges. Bon, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention sur les réseaux sociaux. Et ce qui est parfois difficile sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est dans un fil d'actualité où tu peux avoir un petit chat trop mimi comme on en voit tous, et puis après une information super grave, et puis encore après une photo d'un pote et tout. Et il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Et nous, ce qu'on s'est dit avec Keys, c'est qu'en allant dans la messagerie des gens, en fait, ils ont un canal sur les réseaux sociaux, mais qui est quand même séparé, où ils se disent tout ce qui y a là, tout ce qui est envoyé par Keys, ça a été vérifié par des journalistes. Il y a eu un travail où, ok, il y a un truc qui sort tous les jours, mais on se concentre sur 5 infos, et donc on ne doit pas trop se presser non plus. Et on a le temps de vérifier les infos, on les balance pas dès qu'elles sortent. Et donc, en ayant un canal dédié à l'information, on peut déjà un petit peu lutter contre les fake news. Mais évidemment, il n'y a pas de recette magique pour... à part si, il y a une recette magique, c'est être critique vis-à-vis de ce qu'on voit. Mais bon, ça... Après, comment être critique, c'est là qu'il n'y a peut-être pas de recette. C'est un travail de la part aussi des gens d'analyser, de fact-checker, comme on dit, chaque information, de peut-être pas relayer quand on n'est pas sûr. Mais du coup, j'ai une dernière question, autant pour Médor que pour Keys. Pour vous, comment est-ce que le journalisme va évoluer? Est-ce que le journalisme qu'on fait là maintenant en 2022, ce sera le même dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Comment vous voyez en 2052? Je crois qu'il faut dire les journalismes. Mais déjà, les journalismes en 2022. Parce qu'il n'y a pas il y a une définition de la déontologie journalistique. Donc, quel est notre cadre de travail? Quelles sont les lois que les journalistes respectent pour travailler correctement? Et c'est ça qui fait que, après, l'information est fiable. Si le journaliste a bien respecté son code de conduite, son code de la route, quoi, qu'on a appris à l'école, et qu'on pratique tous les jours, parce qu'on est tous les jours confrontés à des situations où on est là, qu'est-ce qu'on fait, machin, on apprend au cas par cas, bref. C'est ça qui fait que l'information qu'après on publie, elle est fiable. Mais les méthodologies de travail et les médias et la façon dont on publie sont déjà super variées aujourd'hui, ne fût-ce que par les supports. On parle de web, papier, télé, radio, etc. Mais ça, c'est juste le support. Mais au sein de la télé, il y a plein de types de journalisme différents, etc. Donc c'est déjà un monde super multiple en 2022. Et est-ce que le papier existera toujours? En termes de durabilité, je ne sais pas, parce que ça reste un matériau précieux. Le numérique l'est aussi. Moi, je plaide personnellement pour une forme de décroissance médiatique, dans le sens qu'il y ait toujours autant de médias. Pour moi, c'est super important qu'il y ait plein de médias différents, mais c'est pas forcément nécessaire que chaque média publie autant. Donc, la RTBF doit être là, RTL doit être là, pluralisme dans les médias, qu'il y en ait plein, pas de problème, mais est-ce que la RTBF doit publier autant de choses? Moi, je souhaiterais que non. Et que du coup, il y ait moins de charge sur les épaules des journalistes. Parce qu'on travaille beaucoup, tous les jours. Tous les jours, on recommence à écrire des pages blanches. Et ça, c'est usant et fatigant. Et s'il y avait du recyclage dans l'information, d'une certaine façon, je trouverais ça souhaitable. Que les médias deviennent plus durables, quoi. Mais à mon sens, le papier a vraiment du sens. Et je crois que le fait qu'on soit ici au Mondaneum, ça on atteste. Enfin, dans tous les tiroirs autour de vous, c'est Wikipédia, mais en papier, quoi. Et ça a du sens que ça existe. Et donc, j'espère que le papier, le papier permet de figer dans le temps, alors que le numérique est en évolution constante. Les deux sont géniaux. Et pour moi, si ça reste combiné, tant mieux. Mais que tout le monde publie moins. Et pour Keys, comment vous voyez, vous, le journalisme dans 30 ans? Ou les journalismes? Oui, d'office, les journalismes, c'est certain. Il n'y a pas de débat, en tout cas de mon côté. Je pense que le journalisme est obligé de s'adapter à son temps, et donc il est un peu en mutation constante, si je peux dire ça comme ça. Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé qu'il y ait des médias sur TikTok, et pourtant maintenant ils le sont. Et donc, dans quelques années, même quelques mois, il y aura peut-être quelque chose de nouveau, et je pense que ça va être comme ça tout le temps. Et
je pense que le papier parviendra à se réinventer d'une façon ou d'une autre. Comment, je ne sais pas, sinon je pense qu'on n'aurait pas ces questions-là, mais... Non, et plus aussi pas spécialement, là je parlais du papier, mais aussi dans la manière de consommer l'info et qu'est-ce que l'info aura peut-être de différente, parce qu'on voit déjà maintenant que l'info n'est pas la même qu'il y a 50 ans. Donc, je suis en train de perdre ma voix. donc voilà, enfin je sais pas, Esteban, tu avais peut-être envie de... Ouais, mais je ne sais pas si vous aviez terminé. Peut-être une petite réflexion. D'abord, l'accessibilité à pouvoir donner de l'information est de plus en plus grande. On a tous et toutes un smartphone qui nous permet de pouvoir relayer du contenu. On filme, on photographie, on témoigne, on s'envoie des vocaux. Tout ça, c'est une manière de pouvoir raconter une forme d'information. Ça n'a pas les codes journalistiques, mais ça reste une information. Donc du coup, je dirais que ça va prendre de plus en plus d'espace. Et on voit de plus en plus de rédactions qui l'intègrent en disant on ouvre des pages entières qui permettent à des citoyens lambda de pouvoir amener du contenu. Et puis après, c'est screené et fact-checké par une rédaction. Donc là, il va y avoir pour moi une poussée d'information qui ne va pas vers la décroissance prônée par Catherine, mais de plus en plus de monde peut ramener de l'information d'une part. Et une attention quand même entre le numérique et le papier. Je ne veux pas du tout avoir l'air d'un dinosaure en disant c'est hyper bien les réseaux sociaux, enfin le papier par rapport aux réseaux sociaux. La grande différence, c'est que chez Médor, en l'occurrence, et dans un média qui publie son papier, il est propriétaire de son papier. Un média qui n'existe que sur les réseaux sociaux n'est pas propriétaire de la plateforme sur laquelle il publie. Et que donc, par conséquent, il n'a pas la maîtrise de l'algorithme et de la manière dont son information va tourner et va être diffusée. Ça, c'est quand même une information importante à garder en tête. C'est que quand une personne consomme un média, et vous étiez nombreux à consommer sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas été maître de ce que vous alliez voir comme information. Et le média n'a pas été maître non plus de ce qu'elle est tournée comme information. Et donc il y a des cas très positifs qui étaient racontés juste là à l'instant sur le fait que les Ardentes ne programment pas suffisamment d'artistes féminines. Et donc ça, c'est la force de l'algorithme qui permet de faire remonter un sujet. Mais à contrario, plus on consomme une information qui va être borderline ou mal checkée, au plus on va consommer cette information-là. Et les médias, le média, c'est-à-dire la rédaction, ne va avoir aucune possibilité d'impact là-dessus. Il ne va pas pouvoir désintoxiquer la plateforme qui va véhiculer ces informations. Et chez Médor, on est occupé de lancer une enquête justement sur le fonctionnement de ces algorithmes entre les Pays-Bas et la Belgique pour voir comment ces algorithmes en fait ont une maîtrise que ni une rédaction ni un public ne peuvent se réapproprier. Voilà une information qui me paraissait importante sur l'évolution des journalismes. Oui, c'est ça. Hein. Maintenant, on a beaucoup plus d'interventions du public, utilisées ou pas. Mais c'est vrai que n'importe qui pourrait faire du journalisme en publiant, enfin, en envoyant une photo, une vidéo à des rédactions. Catherine, tu voulais dire un dernier truc ? Oui, concernant les évolutions pour la suite, et c'est pas les évolutions des journalismes, mais les évolutions des journalistes. Je pense, j'espère, je souhaite, et je crois vraiment qu'on va y arriver, que les rédactions vont changer et que les journalistes vont être de profils différents. Parce que pour le moment, la majeure partie des journalistes sont des hommes blancs, vieux, universitaires, salariés. Et du coup, il y a beaucoup oui, enfin, l'information du coup est biaisée et elle est orientée à travers leur regard parce qu'ils racontent le monde tel qu'ils le voient. Mais il y a beaucoup d'initiatives pour le moment pour essayer de faire changer ça, pour amener des personnes racisées dans les rédactions, amener une parité homme-femme, amener des profils qui ne sont pas forcément universitaires, etc. Et ça, il a fallu du temps pour que la profession réalise et se dise « Ok, il y a un problème. Maintenant, on est dans une phase de campagne et de mobilisation, et dire il faut que les rédactions changent, il faut que les profils changent, etc. » Et donc, ça met encore un peu de temps. Donc, quand vous allumez la télé, vous voyez encore des mêmes profils, mais ça change. Les journalistes changent. Et donc ça, d'ici, c'était 2052, ta question, je crois. Précisément. J'espère que les rédactions seront diversifiées. Super. Bon, merci à Kissa et Médor. Je pense qu'on peut les applaudir. Hein. Alors, on peut vous retrouver... Oh, merci, quel enthousiasme. On peut vous retrouver donc sur le site... C'est quoi le site ?
www.medor.coop et on est également présent sur les réseaux sociaux. Ah, voilà. Et Y qui compris Mastodon. Du coup, nous, c'est KissBot sur les réseaux sociaux, mais on va vous donner des petits flyers comme ça. Si ça vous intéresse, vous pourrez direct scanner un QR code et ce sera encore plus facile. Ok, super. Eh ben, merci encore. Alors maintenant, on va accueillir Serial Dreamer, qui est un slammer qui va venir interpréter un slam justement sur la thématique de médias et citoyens. Et vous pourrez le retrouver aussi dans les activités juste après. Donc voilà, on t'accueille, on t'attend. Il n'y a pas que des journalistes qui couvrent les faits brûlants, qui sont là quand l'ampleur des dégâts se mesure en flaques de sang, dont les titres annoncent une vague de clics massive imminente, dont les bandes son des reportages rappellent certains films d'épouvante, qui déroulent la liste des problèmes majeurs en les accentuant, qui abusent du sensationnalisme, accroissent l'anxiété des gens, qui mettent le focus sur les news qui vont rythmer nos quotidiens. Il y a d'autres journalismes qui, au lieu de nous cibler, nous volent du bien. Ceux qui proposent plus que des miroirs, mais des fenêtres vers le changement. Ceux qui n'induisent pas dans nos têtes qu'il y a les bons puis les méchants. Ceux qui ne surlignent pas au fluo ségrégation, couleur de peau. Ceux qui n'attribuent pas à un peuple la misère du monde, le chaos. Ceux qui tentent de défaire les nœuds plutôt que de figer un conflit. Ceux qui construisent des passerelles afin de relier nos esprits. Ceux qui cartographient le site avant de le nommer labyrinthe, ceux qui ne dénaturent pas la toile ni l'artiste qui l'a peinte. Le journalisme constructif, entre autres, compose avec ces éléments, nous suggère une autre lecture d'autres lunettes face aux événements. Sans nier l'actu chaude au cœur des préoccupations, mais en ouvrant le champ des possibles quant à des pistes de solutions. Réinstaurons cette confiance entre nos médias et nos citoyens, pour empêcher une méfiance croissante envers ces acteurs de terrain. Nous poussons dans nos retranchements à mener nos enquêtes maison, quitte à laisser certaines théories peser lourd dans nos convictions. Il est temps de penser plus que d'enfoncer les plumes dans les plaies. Ces plumes se doivent d'être légères plus que teintées de culpabilité. D'éviter de rappeler au lecteur l'envergure de ses prochaines luttes, de lui refiler des ailes sans le faire songer à ses prochaines chutes. On sait que personne n'est à l'abri face à la menace climatique, mais on peut surfer sur autre chose que sur nos peurs et nos paniques. Rendre quelques sourires aux faces n'est pas privilège des bisounours. Il est bon aussi de savoir qu'on a autre chose que la mort aux trousses. Il y a tant de plateformes existantes prêtes à confronter nos idées, tant de médias alternatifs permettant l'échange de bons procédés. Raison de plus pour nous impliquer, voir au-delà des constats navrants. Cessons-nous dire, mais qu'avons-nous fait ? Optons pour qu'est-ce qu'on fait maintenant. Merci. Merci. Merci à Serial Dreamer pour ce slam. Alors comme je vous l'ai dit, vous le retrouverez aussi après dans les ateliers parce qu'il n'est pas uniquement slammer, il est aussi animateur. Alors pour la suite, je vais accueillir Yasmine Boudaka et Julien Crête. Je ne sais pas où est-ce qu'ils se cachent. Oups. Voilà, voilà. Où tu veux. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui. Où ça vous fait le plus plaisir. Vous sentez le mieux. Hop. Alors, hop. Voilà, bienvenue pour cette deuxième partie. Je suis ravie de vous retrouver aussi. Alors, comme pour Médor et Kiss, je vais d'abord vous demander dans un premier temps de vous présenter parce que tout le monde ne connaît pas forcément News 6. RTL, on en a déjà entendu parler, mais voilà, un petit rappel de ce que vous faites. Allez, normalement, honneur aux dames. Hein. Bon. Ben voilà, moi je suis donc Julien Crête que vous voyez là. Je travaille pour un média, ben voilà, plus largement
plus largement connu. Donc RTL Info, vous le voyez déjà, c'est plus RTL Télévision, c'est RTL Info. C'est une des tendances ces derniers temps en termes de médias, c'est-à-dire cette espèce de travail sur la globalité. En tout cas, c'est le cas chez nous, c'est le cas aussi au niveau du service public. Je sais qu'on va vraiment vers ça, c'est-à-dire à la fois on est journaliste pour la télévision, on est journaliste pour la radio et on est journaliste pour le web. Donc ça, c'est un phénomène assez nouveau. Moi, je suis donc le responsable de l'antenne Énuyère pour RTL Info. C'est-à-dire qu'on a comme ça des rédactions régionales. On en a 3 pour la rédaction d'RTL. On a une rédaction qui couvre toute l'actualité du Hainaut. On a une rédaction qui couvre toute l'actualité de Liège. On a une rédaction qui couvre l'actualité de Namur et du Luxembourg. Et puis on a la rédaction qui s'occupe de l'actualité bruxelloise. Et de là, on chapeaute aussi l'actualité que je dirais plus nationale ou plus internationale. Donc voilà, moi je suis sur le Hainaut avec des thématiques qui sont très différentes, étant donné que sur une province comme le Hainaut, on va à la fois traiter des domaines le politique, on va traiter l'économique, on va traiter des conflits sociaux, on va traiter de la culture, trop peu à mon goût, mais on peut en traiter malgré tout. On a dans notre rédaction donc 2 équipes tous les jours qui travaillent pour produire en tout cas des sujets télévisés pour les journaux, déclinés comme je vous ai dit donc en radio. Avec nous des échéances qui sont le journal de 13h et le journal de 19h, là où la RTBF a son journal une demi-heure plus tard. Voilà, je peux vous détailler un peu plus si vous le souhaitez la manière avec laquelle on travaille, ce qui vous permettra peut-être de comprendre un peu plus le fonctionnement d'une rédaction. Voilà. Voilà, là on pose le décor. Et toi Yasmine, explique-nous un petit peu, c'est quoi New Six? Alors, ça fonctionne, voilà. New Six, c'est une association qu'on a créée il y a 4 ans maintenant avec d'autres journalistes. Donc moi, je suis journaliste aussi. Je travaille longtemps à la RTBF et avec d'autres journalistes et communicants, on s'est posé tous cette même réflexion. On s'est dit, en fait, les infos, c'est plombant. Nous aussi, on était touchés par ce climat très anxiogène qui est véhiculé constamment, qui était en tout cas véhiculé constamment dans les médias. En tant que professionnel, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une grosse crise de confiance dont on a beaucoup parlé tout à l'heure entre les médias et le public. Et puis effectivement, tout ce qu'on a évoqué ici et tout cet écosystème média, eh bien, il est confronté à de nombreux défis, et notamment aux défis numériques. On parle de temporalité de l'info, de pluralité, d'infobésité aussi. Tout ça nous a donné envie de réagir et on s'est dit, mais en fait, on n'en peut plus. Il faut essayer de faire autrement. Et que pouvait-on faire, nous, en tant que journalistes? C'était travailler avec nos outils, nos réseaux. Et on a créé New Six, donc, qui est une association qui ne va pas produire d'infos, mais qui va sensibiliser les journalistes à la manière d'informer. Et donc, Catherine, vous parlez tout à l'heure du code de la route des journalistes, de ce qu'ils apprennent à l'école. Mais traditionnellement, les journalistes, ils vont s'attarder sur tout ce qui dysfonctionne dans la société. Et donc, c'est important, bien sûr, de mettre le doigt sur tout ce qui dysfonctionne. Mais le monde, il est bien plus complexe, bien plus nuancé que tout ça. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent dans le monde. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec les journalistes, c'est de les sensibiliser au fait que c'est aussi important de parler de ce qui fonctionne. Alors, il y a les petits chats, effectivement, sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi plein de choses qui fonctionnent en économie, en politique, en société, etc. Et que parler de tout ça aussi, c'était une manière, finalement, de restaurer la confiance, de diminuer peut-être le taux d'anxiété véhiculé dans les médias, de renouer cette confiance et puis de retrouver peut-être une vision plus positive du monde qui nous entoure, parce que pour nous, c'est aussi la responsabilité des médias de nous proposer un monde justement aussi nuancé que possible, parce que c'est pas par leur biais, souvent, qu'on va se représenter la société dans laquelle on vit. Et donc voilà, New Six essaye de s'attarder à ça depuis 4 ans maintenant. Donc c'est du journalisme constructif, hein, c'est pas juste se poser les 5 questions qui, quoi ou pourquoi, mais aussi de savoir et maintenant qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tu aurais un exemple concret de comparaison entre comment un média classique, on va dire, aurait traité une info et comment du journalisme constructif va plutôt traiter l'info pour qu'on puisse visualiser clairement ce que c'est?
Le journalisme constructif, c'est ça, c'est plusieurs choses. Donc c'est déjà cette vision 360 dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi ne pas s'arrêter au constat des problèmes, des faits, c'est les dépasser et apporter des solutions. Donc quand on va vous parler d'un problème, c'est important de le faire, mais on peut aller un peu plus loin et dire, ben voilà, par rapport à ce problème, aujourd'hui, en Belgique ou ailleurs, chez nos voisins, à l'étranger, ben, il y a déjà des pistes de solutions qui existent. Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles ne fonctionnent pas? On va travailler ça, mener l'enquête, voir si ça fonctionne ou pas, et voir si ça peut s'adapter à notre problème. Donc aller plus loin, chercher des solutions, c'est déjà du journalisme constructif. Et puis il y a aussi une importance à porter, par exemple, au choix des mots. Tout simplement, quand on parle d'horreur, de terreur, de drame, est-ce que on est bien là-dedans? Parfois oui, parfois pas du tout, on est dans le sensationnalisme. Et puis tu parlais d'exemples concrets, on a parlé d'angles, dont la manière d'aborder un sujet, ben ça aussi c'est quelque chose de constructif. On sait que parfois, ben dans la rapidité du traitement de l'info, on a beaucoup de réflexes, donc on va toujours poser les questions de la même manière, on va toujours avoir recours aux mêmes experts. Si on prend une enquête, par exemple, qui dévoile les 10 premiers ou les 20 premiers candidats en matière d'environnement, par exemple, on va attends, je pose mal le truc. Dans un sondage où on va évaluer quelles sont les meilleures villes, par exemple, qui répondent aux critères environnementaux, souvent, on va aller pointer les 3 derniers, en disant voilà les mauvais élèves, ils n'ont pas répondu aux critères, etc. Une manière constructive d'aborder ce sujet, ce serait de dire ben voilà qui sont les 3 premiers, comment ont-ils fait pour accéder à ces 3 premières places. Donc créer une espèce de cercle vertueux. Mais spontanément, c'est vrai qu'on a tendance à aller creuser dans le bas du panier plutôt que vers le haut de l'échelle. Voilà. Donc au final, c'est quand même un petit peu plus de boulot que du journalisme classique. C'est un petit peu plus de boulot, c'est d'abord casser les réflexes, déjà prendre confiance de ces réflexes, casser les réflexes habituels, et effectivement, il y a des aspects du journalisme constructif qui demandent plus de temps, donc ça doit être vraiment des choix éditoriaux aussi qui sont posés par les rédactions, mais par exemple faire attention au choix du vocabulaire, aux illustrations, ça c'est pas forcément chronophage. Et puis réfléchir à un angle, oui, ça peut peut-être demander parfois plus de temps, mais c'est pas forcément un temps insurmontable, j'ai l'impression. Julien, est-ce qu'on fait aussi du journalisme constructif dans l'info au quotidien, ou c'est vraiment, il faut qu'on parle de l'info et donc on la donne comme ça, juste la balancer sans essayer de, pas l'atténuer, mais de voir aussi le côté plus de ce qui pourrait se passer derrière? Ben, je crois que les lignes sont en train de changer un peu. Alors, pour parler de notre média à nous, je pense qu'on le fait trop peu. Ça, c'est une certitude. Moi, je fais partie de ceux qui essaient de proposer ce genre de changement. Alors, on le fait traditionnellement une semaine par an, en tout cas, et c'est déjà très bien. Et les retours qu'on en a sont assez positifs. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, une semaine par an, il y a donc une semaine où on met en... On peut dire depuis New Six, hein, c'est bien. Mais effectivement, voilà, donc la rédaction d'RTL a été sensibilisée à ce journalisme constructif via cet événement. Les retours qu'on en a sont assez positifs. Donc, moi, je pense que c'est une des clés pour garder l'adhésion. Ça pourra pas tout remplacer, mais c'est quelque chose qui devrait trouver sa place de manière plus régulière, je pense. Dans le panel d'informations qu'on peut proposer. On dit qu'il faut développer un esprit critique, réfléchir face aux infos. On demande beaucoup ça aux jeunes notamment. Mais comment on fait en fait quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément les outils pour, face à une info, se dire bon mais qu'est-ce que je fais de cette info? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour avoir un esprit critique? Alors, il y a déjà, c'est la confrontation des idées de toute façon qui permet de se faire une opinion, à mon avis, sur un sujet. Alors, il y a déjà l'idée que c'est notre travail à nous d'exposer des idées, des opinions qui sont opposées ou qui sont complémentaires. C'est un travail qu'on fait nous tous les jours dans nos reportages. On essaie de le faire du mieux qu'on peut, c'est-à-dire ne pas donner une information que dans un sens. Elle doit être contradictoire. C'est quelque chose pour lequel on est assez coaché, en tout cas au niveau de notre rédaction,
y compris notamment dans les discours politiques qu'on peut avoir, c'est-à-dire on donne la parole à des politiques, mais on est assez sensibilisé, on est même poussé à confronter les discours et ce qu'ont pu dire ces hommes politiques avec des avis différents venus d'experts autres. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement challengé pour l'instant. En tout cas, moi, je parle de ma rédaction. Donc, c'est notre travail de présenter des opinions diverses. Et puis, c'est comme Catherine disait, je pense que le meilleur moyen de s'informer, c'est de multiplier ces sources d'information. Ne consommer qu'un seul média, c'est assez dangereux. En consommer plusieurs, eh bien, ça offre des visions différentes du monde. Ça permet d'aller peut-être chercher un point de vue d'un côté, un autre point de vue de l'autre. Donc vraiment, la diversité des points d'information, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire au maximum. Pour moi, c'est vraiment ça la solution. Aller chercher dans du média plus lent, parler de Médor par exemple tout à l'heure. De temps en temps, on s'offre un article longue durée, on prend le temps. Alors on peut pas faire ça tous les jours, mais de temps en temps, on s'offre le temps de la réflexion sur un article un peu plus long. Et puis, pour ne pas rater des choses, on va sur un fil d'actu sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. En multipliant les sources, on essaie au maximum de ne pas passer à côté des réalités qui sont proposées. Et pour toi, Yasmine, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je trouve déjà difficile aujourd'hui, alors vous êtes un petit peu plus âgé que les petits jeunes que je côtoie autour de moi, mais ce que je trouve difficile aujourd'hui, c'est déjà de définir ce qu'est un média. Notamment sur les réseaux sociaux, parce que et quels sont les canaux d'information. Il y a beaucoup de youtubeurs que je ne connais pas particulièrement, mais je vois quel impact ils peuvent avoir aussi en termes de crédibilité. Et donc, je trouve que déjà, voilà, expliquer ce qu'est un média, même si effectivement tout ça évolue aujourd'hui, en 2052, on verra effectivement comment le paysage sera dessiné. Mais je trouve que c'est extrêmement difficile de pouvoir faire la part des choses à un moment dans la crédibilité des infos qu'on peut avoir. Donc effectivement, il y a tout ce qui est médias traditionnels, médias de référence, etc. Mais je dirais, il y a plusieurs sources effectivement à aller checker. Mais quand vous voyez une info, déjà c'est simplement vous dire, tiens, d'où est-ce qu'elle vient, comment je l'ai reçue, et puis vous pouvez aller confronter effectivement bêtement sur Internet, voir un peu comment elle se répercute et comment elle peut être traitée ou pas, et différemment ou pas. Mais je trouve que l'éducation aux médias aujourd'hui est quelque chose d'essentiel à faire de part et d'autre. Il y a la responsabilité des journalistes, mais il y a la responsabilité aussi de tout le pôle éducationnel qui doit être vigilante aussi par rapport à tout ça, je pense. Et imaginons, je suis un citoyen lambda, il se passe quelque chose, on va prendre un cas extrême, un attentat, je filme ou je fais une photo, je la publie sur les réseaux sociaux, est-ce que je fais du journalisme ? Bon, ça nous parle assez fort, parce qu'il est vrai qu'au sein de la rédaction d'RTL Info, on travaille sur une proximité justement avec les citoyens, en les invitant notamment à devenir eux-mêmes source d'information, ce qui a énormément d'aspects positifs, ce qui nous pousse aussi à une extrême vigilance, parce que ça pourrait être également la porte ouverte à des tonnes de dérives. Monsieur, madame, tout le monde est témoin d'un attentat, de quelque chose. Il met sa photo sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est journaliste? Non. Est-ce qu'il est témoin d'un fait journalistique? Oui. Qui pourra nous intéresser. C'est une image d'illustration. On connaît la force, en tout cas en télévision, de l'importance d'une image. Mais on a des obligations, nous. C'est-à-dire que aller chercher la source chez les citoyens, c'est magnifique. Mais notre obligation, parce que quand on est journaliste, on a des obligations. Quand on est journaliste, on est mandaté par le ministère de l'Intérieur pour faire son travail. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais on reçoit une carte qui est une carte du ministère de l'Intérieur et qui nous oblige à respecter certaines obligations, la vérification des sources. Ça fait partie de nos obligations professionnelles. Donc, nous, on se nourrit beaucoup des informations qui viennent des citoyens, mais avec l'implication et l'importance de vérifier ce qui a été dit, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter simplement de récolter les photos et le témoignage des personnes qui nous auraient envoyé des photos. Le travail derrière, c'est la vérification auprès des autorités communales, auprès de la police, auprès de... Donc, voilà, important, très intéressant ces sources d'informations, mais derrière, énormément d'obligations de vérification.
Mais je trouve que moi, mais ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est essentiel de garder, en tout cas, de créer, de garder ces canaux d'échange entre les citoyens et les journalistes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez tous accès effectivement à votre smartphone, vous êtes tous des témoins. Et que faire avec ces infos qui peuvent être totalement pertinentes? Il y a ça d'un côté, il y a aussi cette défiance des journalistes et de la profession aujourd'hui qui est quand même assez grande, donc on ne les croit plus, c'est tous pourris, tous vendus à la solde de machin chose. Et donc voilà, c'est une réalité, ce sont des croyances qui persistent. Et donc comment faire pour restaurer cette confiance qui est essentielle aujourd'hui, encore plus que jamais, c'est justement de garder ces canaux ouverts pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir vérifier aussi, ne pas fermer ces deux mondes qui aujourd'hui interagissent de toute façon d'une manière ou d'une autre. Tout à l'heure, dans le sondage, on a demandé qui partageait le plus des fake news. C'est les vieux qui sont le plus ressortis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, comment est-ce que les jeunes peuvent les aider justement à éviter d'être les relayeurs de fake news? Je pose une colle. Je dirais qu'il faut faire l'éducation de tous les publics. Les personnes plus âgées, effectivement, il y a des sondages, des études qui l'ont montré, relayent étonnamment le plus de fake news, mais c'est aussi, pour eux aussi, alors les raisons, je ne les connais pas, mais je me dis que pour eux, tout ce qui est réseau social est un outil qui n'est pas de leur génération. Est-ce qu'ils ont tous les codes en main? Est-ce que tout le monde se rend compte de l'impact? Bon, ils sont tous bien, ils savent comment utiliser aussi. Mais il y a peut-être une tradition aussi d'information, voilà, je ne sais pas. C'est peut-être aussi une démarche et qu'on peut vous encourager. C'est d'ailleurs très bien de pouvoir être là avec vous aujourd'hui pour rappeler que la démarche, assez simplement, on peut vite savoir si une info est fake ou pas. Ça demande un peu d'énergie, ça demande d'aller faire une vérification de quelques minutes, mais ça en vaut vraiment la peine. Alors peut-être que grâce à ce genre d'atelier ici, on peut vous sensibiliser, on va pouvoir peut-être vous donner les clés. Comment est-ce que je peux savoir avant de partager une information sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est un bon réflexe, c'est d'essayer de voir si elle est vérifiable, si elle est vérifiée. C'est un réflexe qu'on n'a pas forcément. Alors, est-ce que la génération du dessus, on peut encore les sauver ou en tout cas il le faudrait et en tout cas on compte sur vous aussi. C'est vrai que partager une information sur un réseau social, c'est une énorme responsabilité en fait, c'est-à-dire c'est participer à la diffusion de quelque chose qui peut être merveilleusement positif comme information, merveilleusement réjouissant, mais à l'inverse ça peut être aussi quelque chose de négatif, quelque chose qui va répandre des messages qui sont faux, quelque chose qui peut nuire à la réputation de quelqu'un, quelque chose qui peut nuire à la réputation d'un projet. Et donc c'est vrai que c'est une démarche citoyenne. Je pense qu'on l'oublie aussi. Partager du contenu sur un réseau social, c'est une démarche citoyenne dont il ne faut pas sous-estimer l'impact. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Lorsque vous relayez une information, peut-être ça vaut la peine. Je vais prendre 2 minutes. Tiens, est-ce que c'est vrai finalement? Et on peut très vite y voir clair sur une information tout aussi grande ou importante qu'on puisse la penser. Tout à l'heure, on parlait justement de est-ce que les citoyens, les lecteurs, ceux qui regardent la télé, les infos, est-ce que eux décident au final des sujets ou pas par leurs propositions, par leurs envies? Est-ce que d'après vous, le citoyen qui déciderait de quoi parleraient les journalistes, ça vous semble une bonne idée ou pas? Alors, au niveau de la rédaction d'RTL Info, ça nous semble une bonne idée. C'est d'ailleurs mis en pratique. On utilise maintenant comme source d'information ou de base de réflexion pour nos sujets les très nombreux témoignages ou les très nombreux SMS qu'on reçoit de nos auditeurs qui nous alertent sur les augmentations de prix de certains produits ou des aberrations administratives. Ce sont des exemples qui me viennent comme ça. Et de plus en plus souvent, on part de ces témoignages qui nous sont donnés pour nous renseigner. Alors on va vérifier, tiens, est-ce que c'est vrai que ce monsieur... Je donne des exemples comme ça, hein, mais par exemple quelqu'un qui n'arriverait pas à obtenir un papier dans une commune
Est-ce que c'est vrai? Alors, ça peut avoir plein d'explications, hein. C'est peut-être un manque de personnel dans la commune, c'est peut-être un manque de papier. Enfin, je veux dire, ça peut déboucher sur plein d'informations. Donc, on part de plus en plus souvent de ces informations-là. On essaie d'avoir au moins une dans le journal qui part donc un sujet qui va partir d'une remarque ou d'une info donnée par eux. Est-ce qu'on peut faire que ça? Je ne le pense pas. Mais je pense qu'une fois de plus, c'est complémentaire et c'est toucher les gens, c'est leur parler dans leur quotidien. Et c'est également, en plus de toutes ces nouvelles qui sont pas forcément réjouissantes pour l'instant, depuis quelques années, ça doit être complémentaire. Et en tout cas, c'est le pari qui est fait pour l'instant au niveau de la rédaction. Là aussi, avec prudence. Ouais. C'est important, ça participe à cette ouverture de canal dont on parlait tout à l'heure, de ce lien entre public et médias. Il y a, en termes de journalisme constructif, des petits laboratoires médias qui se sont créés un peu partout. En France notamment, il y a un journal qui s'appelle Nice Matin, qui est un journal régional qui était complètement en faillite, qui a été racheté par tous les journalistes qui y travaillaient et qui se sont dit tiens, il faut restaurer la confiance, il faut retrouver des abonnés, de l'argent aussi, parce qu'un média reste une entreprise commerciale. Et ils ont proposé donc un onglet solutions pour restaurer cette confiance. Et ils sont allés encore plus loin dans la démarche. Et ils proposent encore maintenant chaque mois aux abonnés de choisir entre 3 sujets d'enquête. Et systématiquement, les journalistes font les paris sur le sujet qui va être choisi et systématiquement ils se plantent. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois dans la rédaction on peut être éloigné d'une certaine réalité et c'est pas forcément les sujets sport ou plutôt faits divers qui vont être choisis, mais des sujets qui sont plus économiques ou plus sociétaux, etc. Donc voilà, il y a un intérêt du public pour des sujets spécifiques, autres que ce qu'on pourrait imaginer, mais qui sont totalement différents de ce que la rédaction pouvait imaginer à la base. Et donc du coup, il y a une écoute particulière qui est faite. Et alors pendant toute cette enquête, donc qui va durer 1 mois, les journalistes vont montrer aussi comment ils travaillent. Donc ils vont expliquer les étapes de l'enquête qui est menée, les contacts qu'ils vont prendre, les cul-de-sac, les avancées. Et cette idée de transparence aussi, ça montre comment les journalistes travaillent et montre aussi que derrière tout ce travail, il n'y a pas forcément d'accointance particulière ou de commandes spécifiques non plus par rapport au sujet qui est traité. Bon, là, je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées? Parce que c'est vrai que vous n'aviez peut-être pas spécialement une vision d'ensemble de ce dont on allait parler. Je ne sais pas, peut-être sur le métier de journaliste, comment ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça? Oui? Attendez, je vais venir. Ah, voilà. On va vous ramener un micro. Vous pouvez juste dire votre prénom avant, s'il vous plaît? Je m'appelle Mélanie, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je crois que la question était soulevée tout à l'heure aussi avec les autres journalistes. Moi, j'avais fait une activité, je crois d'ailleurs ici au Mundaneum, avec un autre groupe d'étudiants il y a quelques années. Et je me souviens ce qui m'avait beaucoup frappé, j'étais pas du tout au courant, ce qui revenait énormément dans ce qu'ils considéraient très important dans les médias ou dans le futur média, c'était l'interaction justement. Et donc cette capacité à inscrire des commentaires. Et je trouve que heureusement, enfin, vous et ceux d'avant, vous faites bien la part des choses entre attention, on ne dit pas n'importe quoi. Or, j'ai l'impression qu'on mélange un petit peu l'info avec cette espèce de compulsion à noter des commentaires, à dire ce qu'on pense, à donner son avis. Et finalement, moi, je voyais pas tellement l'intérêt, mais c'est vraiment tellement revenu. Enfin voilà, c'était juste pour je sais pas très bien, mais j'ai l'impression que vous l'avez déjà relevé quelquefois. Vous parlez des notifications, notamment qui peuvent être en dessous d'articles sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet, c'est ça? Voilà, tous les commentaires des gens, ils trouvent ça super parce que c'est une manière d'interagir et de dire son avis. Et je pensais pas que c'était si important. Je sais pas si c'est si répandu d'ailleurs, mais je trouve que vous semblez faire bien la part des choses et dire attention, oui, non, en fait, c'est pas de l'info. Mais je crois que c'est pas encore si clair et enfin, voilà, c'est vrai que alors on va à partir de maintenant, je pense qu'on va. C'est vraiment de l'importance d'être prudent avec ce qui vient des citoyens. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant, loin de là.
On doit être à l'écoute des citoyens. C'est la démarche qui est entamée de plus en plus. C'est effectivement le cas de ce quotidien qui va répondre aux préoccupations des citoyens en leur demandant eux-mêmes de quoi voulez-vous qu'on parle. C'est le cas de médias comme mes confrères du service public qui expliquent comment on fait des reportages, comment ça se passe. C'est démystifier notre profession. Maintenant, si vous parlez bel et bien des notifications qui sont en dessous des articles qu'on peut nous publier, moi je serais plutôt... Alors oui, c'est très bien, c'est-à-dire que ça montre qu'on est encore en démocratie, que tout le monde peut aller donner son opinion par rapport à un article. Maintenant, ce sont des choses sur lesquelles on n'a, nous, aucun moyen de filtre et de vérification. Donc, on peut assurer la vérification lorsqu'on publie quelque chose, qui est une publication, un contenu, un reportage, un article. On n'a pas, nous, de vérification, les moyens humains de le faire sur les commentaires des gens en dessous. Donc là aussi, intéressant, ça permet de mesurer un peu le pouls, le paysage du monde dans lequel on vit, de lire ces commentaires. Attention, qui sont souvent réalisés par des gens qui passent beaucoup de temps pour ça, qui ont parfois des intérêts à ce qu'il y ait des notifications en dessous, à ce qu'il y ait de la contradiction par rapport à ce qui est dit. Donc une fois de plus, je dirais que là, il faut se méfier lorsqu'on accorde du crédit à des commentaires dans ce genre-là. Ça vous arrive de filtrer des commentaires parfois, de les supprimer ? Alors, je sais que chez nous, chez RTL, on n'a pas, me semble-t-il, de cellules, si ce n'est des grands cas qui sont remontés ou de grosses dérives avec des propos haineux, d'incitation à la haine, de xénophobie, etc. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu le flux que peuvent susciter comme réaction. Malheureusement, je ne pense pas que chez nous, on ait les moyens humains de le faire. Et je ne pense pas que dans énormément de médias, on ait les moyens de le gérer. Voilà pourquoi je pense qu'il faut être très prudent avec ces flux. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Non, moi j'ai reçu des questions écrites. Est-ce facile de devenir journaliste ? Est-ce que c'est facile de devenir journaliste ? Je pense que journaliste, on le devient. On ne le devient pas forcément. J'ai l'impression que... Est-ce qu'il faut d'office un diplôme pour être journaliste ? Alors, il faut un diplôme. Est-ce qu'il faut un diplôme ? J'ai pas l'impression qu'on m'ait demandé mon diplôme à une de certaines étapes. En tout cas, il faut maîtriser des codes de travail, il faut maîtriser des codes de déontologie. Et ça, on ne peut l'apprendre qu'en faisant des études de communication. Maintenant, c'est principalement la pratique, je pense, dans cette profession qui va vous permettre de le devenir. Est-ce que c'est facile de le devenir ? Vous allez sans doute entendre, en tout cas, c'était mon cas. Je sais pas si c'est encore ce qu'on dit, mais moi, on m'a toujours dit que c'était bouché, qu'il n'y avait pas de place pour ce métier. De ce que je comprends, il y a un tout petit peu moins de candidats pour l'instant. Or, on en a besoin. Je pense surtout qu'être journaliste, c'est une démarche dans sa tête et que je pense que parmi vous, il y a peut-être déjà des gens qui sont plus intéressés que d'autres par le monde qui les entoure, des gens qui se posent des questions, des gens qui vont fouiller, qui cherchent, etc. Et je pense que peut-être parmi vous, il y a déjà des journalistes en herbe ou des gens qui sont déjà éveillés à cette profession. Et si c'est votre souhait de devenir journaliste, oui, ce sont des études faisables, mais comme toute source de motivation pour quelqu'un qui veut en faire son emploi et des études. Et donc, il faut faire des études, il faut être motivé, et du boulot, on peut en trouver. Mais quand même préciser que même si c'est un métier magnifique, c'est pas un métier qui est facile non plus, justement, dans le cadre économique. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont salariés, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont freelance et indépendants. Et là, le contexte économique, et ça, je pense que Catherine pourra en parler bien mieux que moi, est vraiment complexe aujourd'hui. Et c'est pas forcément ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme, c'est comment créer son écosystème économique, comment survivre dans un contexte qui est vraiment difficile, qui ne paye pas forcément bien. Voilà, donc c'est plus facile entre guillemets de devenir journaliste que de continuer à être journaliste parce que la profession est souvent désertée aussi. Voilà, il faut juste être conscient de toutes les nuances et les subtilités, mais ça reste effectivement un métier essentiel qu'il faut faire avec passion, je pense.
et dévotion aussi, parce qu'effectivement, il est indispensable à nos démocraties. Mhm. Ouais. Et tu parlais de passion. Ici, j'ai une autre question, c'est votre rêve en tant que journaliste. Ce serait quoi? Vaste question. C'est une excellente question. Est-ce que vous avez un rêve en tant que journaliste ou pas, en fait? Alors, si c'est personnel ou si c'est... bon, moi, j'aimerais bien faire plus de culture. Donc ça, c'est mon ADN à moi. Et j'avoue que je ne suis pas forcément à ce niveau-là. Voilà, je suis pas forcément... Mais j'adore mon boulot. Et voilà. Alors, mon rêve en termes de journalisme, ce serait que les rédactions puissent toutes avoir beaucoup plus de moyens financiers qu'elles n'en ont. Ce serait que cette réalité de la pression, de la rentabilité, parce qu'il ne faut pas se mentir, elle est là pour tout le monde et à peu près chez tout le monde. Le fait qu'on a plutôt une tendance à aller vers moins de temps et moins de moyens financiers et humains pour réaliser des enquêtes, je souhaiterais, mon rêve, ce serait que cette réalité économique ne soit plus une barrière dans l'ensemble des rédactions. Ouais, là, on est plus sur l'économie, enfin l'aspect financier du journalisme, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toujours énormément de moyens. C'est un des aspects qui s'est invité dans beaucoup de rédactions. Ouais. Et donc voilà, alors nous, nos laps de temps sont de plus en plus courts et c'est pour ça que voilà, ça demande de plus en plus d'énergie pour arriver à malgré tout proposer des sources différentes, des opinions diverses, des interviews, plusieurs interviews, etc. Donc c'est parfois un casse-tête, mais on doit continuer à le faire, ça c'est une certitude. Et donc si on avait plus de moyens, ce serait plus facile, effectivement. Ce serait mieux. Plus facile. Ouais. Et donc plus de moyens pour les médias traditionnels comme les nôtres, et puis plus de moyens comme pour d'autres médias tels que le Médor ou d'autres. Voilà, ça ce serait le rêve. Ouais. Et pour toi, Yasmine? La question est compliquée, elle est vaste. Je vais essayer d'y répondre de manière très courte. C'est qu'en fait, moi, mon rêve en tant que journaliste, c'est que l'offre médiatique soit effectivement complémentaire, mais uniquement au service du citoyen et de l'État en général, quoi, et de la société en général. Qu'on évite tout ce qui est trop sensationnaliste, qu'on soit, voilà, que tout ce qui est produit en termes d'information soit vraiment au service du développement du citoyen et de la société. Je sais pas si c'est... Ouais, tu as bien résumé du coup. Peut-être qu'on puisse s'attarder sur que l'actualité nous laisse l'occasion. Alors c'est notre mission aussi, mais faut avouer que pour l'instant, il y a un flux comme ça d'informations qui nous paraissent tellement fondamentales et incontournables. Effectivement, on a beaucoup parlé de ce Covid, on en a sans doute trop parlé, mais c'était quelque chose de tellement gigantesque qui nous est tombé dessus que personne ne savait exactement quelle était la mesure à accorder à cet événement. Et voilà, la nouvelle actualité avec ce conflit en Ukraine est tout aussi gigantesque et tout aussi... c'est effectivement incontournable et malheureusement, ça prend beaucoup de place, sans doute trop. Et malheureusement, ça prend la place d'autres sujets qui seraient... je pense notamment à l'environnement. Je pense, moi personnellement, on ne devrait avoir qu'une seule préoccupation en termes d'infos maintenant, c'est celle-là. Et voilà, je regrette la réalité du monde pour l'instant à ce niveau-là. Mais là, c'est encore un autre rêve, quoi. Mais même question comme dernière question pour chacun de vous, comment vous voyez le journalisme plus tard? Comment est-ce qu'il va évoluer? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Je le souhaite toujours indépendant. Oui. Parce qu'il l'est, ça je peux le témoigner. Tout à l'heure, on va se voir en face à face. N'hésitez pas à nous rentrer dedans, quoi. Je veux dire, même si j'ai vu qu'il y a une grande partie des gens qui ont un peu confiance aux médias. La majorité n'a pas super confiance. Un peu confiance, c'est déjà. Mais donc ça veut dire que parmi vous, il y en a qui n'ont pas du tout confiance. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir tout à l'heure de pouvoir parler avec vous. Et n'hésitez pas, on est là pour ça. Et mettez pas de filtre, quoi. Vous êtes là pour nous bousculer si vous le souhaitez. Moi, je peux vous dire que l'indépendance, on l'a. On
on a un manque de moyens, mais on a une indépendance. Ça, c'est une certitude pour mon média. Et tant qu'on a des gens qui ont cette garantie d'indépendance, on pourra toujours garantir des sources d'informations fiables, à mon avis. Donc je la souhaite toujours indépendante, je la souhaite multiple, peut-être de plus en plus multiple. Et voilà. Ok, et pour toi, Yasmine? Je dirais effectivement les journalismes, les publics, qui soient en phase déjà les uns avec les autres. Quoi d'autre? Plein de choses, mais ça m'échappe. Oui, des médias en phase avec des publics, des médias plus nuancés aussi par rapport au journalisme constructif, effectivement, qui ont trouvé un équilibre savant entre le négatif essentiel, le dysfonctionnement et les leviers de la société aussi. Et j'espère le journalisme 2052, là dont tu parlais tout à l'heure, en tout cas qu'il rencontrera plus de confiance avec les publics. Ok, super. Eh ben, merci. On peut vous applaudir également. Oups. Alors, merci à tous les invités, merci à vous. Vous avez été super attentifs, pas très bavards, mais très attentifs. Je pense que là maintenant, on va accueillir Gaëtan qui va vous expliquer comment va se passer la suite de la journée. Vous allez avoir une petite pause et puis après aller dans différents ateliers, mais il va vous expliquer un petit peu comment vous y retrouvez ici dans ce bâtiment, c'est ça, hein ?